Dans la foulée de ce que Souleymane et tous les orateurs et toutes les oratrices ont partagé avec nous depuis 9 heures du matin, j'ai le plaisir maintenant de recevoir, on va lui donner la préséance, notre cher ami Felwine, qui est à l'écran. Peut-être un applaudissement, peut-être pour Felwine. Felwine, on est ravis de te voir, surtout de te voir en lunettes. C'est assez nouveau pour moi, mais en tout cas, on te reconnaît très bien. Et Cynthia me dit que ça te donne une espèce d'aura qui vient s'ajouter à celle dont nous sommes déjà familiers. dont Felwine, je crois qu'il nous reçoit là de sa salle d'études à Durham. Merci vraiment. Je ne sais pas quelle heure il est aux États-Unis, mais je sais que tu as tenu à être des nôtres et nous t'en sommes extrêmement reconnaissants. Alors, à ma droite, il y a Cynthia. Un applaudissement pour Cynthia. Que je ne présente plus non plus. Ravi absolument de t'avoir avec nous. Alors, ma tâche, vous le comprenez, elle est très simple. Ma tâche, c'est d'assister avec vous à la conversation que Cynthia et Felwine vont conduire dans 1 ou 2 minutes. Je ne les présente pas, je l'ai déjà dit. Pourquoi? Parce que au fond, Cynthia et Felwine, qui travaillent déjà, d'ores et déjà ensemble, qui ont des projets d'avenir, je ne vais pas vous en parler, ont été nos compagnons depuis très longtemps. Ce sont des personnes qui ont inspiré la plupart d'entre nous et avec lesquelles nous sommes en conversation formellement, informellement, et auxquelles nous lient les uns et les autres des liens d'amitié et d'affection et aussi une très grande admiration. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui nous ont aidés à déchiffrer notre actualité. Dans un monde que beaucoup ont décrit depuis ce matin, un monde inquiet, mais en même temps un monde qui ballottait, évidemment, on a utilisé le terme fracturé, mais un monde aussi qui nous sollicite. On l'a bien vu ce matin avec Marielle, avec tout le monde. Hemley sollicite notre, disons, optimisme pour parler comme Arland et Colin. Et il se trouve que effectivement, parmi nous, Felwine et Cynthia ont été des porteurs de cette espérance. Dans leurs écrits, des porteurs et des porteuses de cette idée d'entretien qu'évoquait ce matin Mathieu. Et je découvrais soudain, effectivement, que le terme entretien, il a en effet plusieurs sens. L'échange de la parole, le partage de la parole pour parler comme glissant, mais aussi Cynthia et Felwine, disons, cette thématique qui vous aura préoccupé depuis un bon moment. La question du soin, qui est d'ailleurs inséparable de celle de la respiration ou de la co-respiration, ou de la conspiration, si vous voulez. Et donc, tout geste, évidemment, qui suppose pour utiliser le terme un peu grandiloquent,
mais pas vraiment, suppose une éthique. Et Felwine, tu l'as appelé depuis très longtemps une éthique relationnelle, en particulier dans le rapport qu'avec Bénédicte Savoie, tu as commis dans le contexte de la réflexion sur la question de la restitution, c'est-à-dire dans un sens la réparation, dans un sens aussi, cité Rémi Rioux, la réconciliation. Et donc j'aimerais peut-être que vous nous entreteniez sur cette promesse de réconciliation, finalement, qui quelque part, je dirais, hante vos travaux, et que vous essayez de décliner ça dans le contexte d'une démocratie qui serait comme le dernier nom du vivant, et qui par conséquent se situerait effectivement au-delà de la délibération, au-delà de la représentation, au-delà des procédures, et en particulier de celles-là que l'on s'efforce d'imposer aux uns et aux autres. Je parle de l'élection. Je souhaiterais également que vous parliez, vous sentiez libre de parler à partir de où est-ce que vous vous situez, d'un lieu précis. Je ne veux pas rentrer dans la politique, mais nous savons ce qui se passe au Sénégal en ce moment. Nous savons, pour ce qui te concerne, Felwine, la sorte d'engagement que tu as choisi au regard de ce pays qui est quand même notre pays, dans le sens où il a représenté dans l'horizon de la démocratie sur le continent une place absolument symbolique. Et donc je vais m'arrêter là, vous ne m'entendrez plus du tout. Je vais laisser maintenant Felwine et Cynthia partager avec nous leurs réflexions. Nous allons commencer cette fois-ci par Cynthia, ensuite Felwine. Merci beaucoup. Merci. Donc pour une petite dizaine de minutes, pareil, répondre à la question effectivement de la réconciliation, et puis aussi pourquoi ce sujet qui était le nôtre de démocratie substantive, pratique du soin éthique relationnel, comment je peux l'attraper effectivement dans mon travail, avec 5 points que je veux partager avec vous, et puis un dispositif plus spécifique qui essaye là de manière très concrète de faire travailler de façon là encore dialectique ces différents points. Alors ce qui est intéressant dans la question de la démocratie substantive, même si c'est un nom générique, effectivement Mathieu l'a bien rappelé ce matin, pour dire à quel point voilà, nous ne sommes pas que dans la procédure, et de quoi la démocratie substantive est-elle le nom généralement d'un processus de délibération digne de ce nom. Habermas dirait d'une éthique de la discussion, et puis bien évidemment des questions de paradigme communicationnel de la raison. Enfin, il y a toutes ces questions, ou d'exercice libre de la rationalité publique. Voilà une autre définition de qu'est-ce que c'est qu'une démocratie. Donc, en somme, ce qui nous intéresse dans cette démocratie, qu'est-ce qui fait substance dans cette démocratie, et comment cette démocratie fait de nous des sujets, puisque c'était fait de nous des substances. Je crois que c'est vraiment ce premier lien que moi j'ai toujours essayé de travailler justement dans mes recherches, c'est ce lien entre de la qualité de l'état de droit et du lien entre les processus qualitatifs d'individuation ou les processus qualitatifs de subjectivation, et comment, d'une certaine manière, l'individu, lorsqu'il est pris dans un processus de subjectivation en prenant un certain type de règles, de codes, d'exigences, protège la démocratie
à défaut de la mettre en danger. Et c'est vrai que je me suis souvent inscrit comme ça en faux contre ceux qui venaient atomiser l'état de droit par justement une dimension de l'individualisme déraisonné, et de leur dire attention, l'individualisme n'est pas la seule manière de penser bien évidemment ce qu'est un individu. Un individu, c'est un processus d'individuation, et la question du désir de faire sujet, la question de l'agency, elle est protectrice et pour l'individu, mais elle est fondamentalement protectrice pour les états de droit demain. Donc de tracer ce lien, moi j'avais appelé ça dans le sillage de Jean Kelevitch l'irremplaçabilité, hein, le fait de véritablement défendre cette irremplaçabilité du sujet, c'était une première manière de lier la démocratie substantive, la pratique du soin, l'éthique relationnelle, parce que derrière la question de la réconciliation, il y a fondamentalement le fait que si une dynamique de réconciliation ne se met pas en place, s'il n'y a pas derrière un processus de subjectivation respecté. Donc une éthique de la reconnaissance, etc. Donc de toute façon, on voit que si on veut une réconciliation, il faut à un moment donné la prise en considération des sujets, tout simplement, des tentatives de sujets. Parce que c'est ça la bonne nouvelle, hein. Personne peut-être, ou peut-être ici, certains d'entre nous font déjà sujet, et je leur dis bravo, mais la majorité d'entre nous sommes dans une tentative de sujet, et vous savez quoi, cette tentative de faire sujet, le simple fait que cette question de faire sujet soit une question, c'est déjà ça, la préservation de l'état de droit. Et donc ça me paraît essentiel de voir comment on maintient ce désir-là. Le deuxième point, c'est justement, c'est par le soin, c'est par l'éducation. Ce qui fait que, à partir du moment où on resubjective, entre guillemets, la démocratie, et qu'on rappelle que la démocratie, c'est d'abord ce grand processus qualitatif collectif de fabriquer des sujets, et donc des aptitudes à la liberté, à ce moment-là, très naturellement, je dirais que la forme de gouvernement qui va venir davantage nous intéresser, c'est celle du soin et de l'éducation, nécessairement, comme les premières matrices de la démocratie substantive, plus que simplement la question de la procédure et des régimes qui est importante, mais on voit très bien que ce qui fait démocratie, ce qui fait l'état de droit, c'est d'abord ce soin comme matrice inaugurale du gouvernement de soi-même et du gouvernement des autres. Ça a été dit là aussi ce matin, je pense à Claire qui a parlé de Winnicott, sur la question du continuum des soins, sur la question du cure, du care. Rappelez que le cure, le care, la curiosité, tout ça, c'est une même histoire, et qu'en fait, le lien aux autres, le lien aux idées, le lien à la connaissance, le lien au vivant, le lien à ce qui fait, à un moment donné, société, tout ça, en fait, se travaille dans un même continuum. Et vous vous souvenez peut-être dernièrement de l'ouvrage volumineux et splendide de Lahire, de Bernard Lahire, qui vient de sortir sur les structures fondamentales et les grandes lois fondamentales qui, entre guillemets, font qu'une société se construit et surtout est pérenne. Dans, une de ces grandes lois, il reprend justement les travaux de Portman. Portman, c'est un grand, éthologue, zoologiste, qui a travaillé justement sur ce qu'on appelle l'altricialité secondaire. Et l'altricialité secondaire, c'est ce qui fait tout simplement que nous faisons société. Hein. Altricial, ça vient du latin et ça dit, c'est la nourrice. Et tout simplement, le soin, l'éducation, et on pourrait même dire la culture, ce n'est que la continuation extra-utérine de notre histoire. Hein, vous savez que c'est la thèse de Portman de dire que nous naissons trop tôt, hein, et que nous ne tenons pas la route, et que la seule manière de naître, et je reprends là aussi l'écho avec Claire, hein, la seule manière de naître, c'est la société, c'est la culture, c'est le soin. C'est ça qui vient nous faire naître. Donc cette première naissance biologique, elle n'existe pas en fait, puisqu'en fait, il va falloir toute l'altricialité secondaire, c'est-à-dire en fait le soin, pour le dire, le soin, l'éducation, etc., et tout ce grand continuum des êtres humains, pour que justement nous advenions à nous-mêmes.
Donc ça, c'est le deuxième point, pour le coup, sur lequel je travaille. Le troisième point, et là aussi ça a été dit, c'est que par ailleurs, le soin, nous en tout cas, et c'est le dernier point que j'évoquerai avec vous sur un exemple qui est la chaire de philosophie à l'hôpital et qui va, fin 2015, fêter ses 10 ans. Elle se concentre sur la générativité du vulnérable. Et donc c'est que ça, essentiellement son travail, c'est de dire, voilà, bon, bien évidemment, nous intéressons sur les approches subjectives du soin, les approches institutionnelles du soin, les approches politiques du soin, etc. Mais ce qui va nous intéresser, c'est cette théorie de la conception produite à partir du point de vue du plus vulnérable. Et attention, le point de vue du plus vulnérable, c'est celui qui, entre guillemets, ne fait pas norme à un instant T. Voilà ce que c'est aussi la vulnérabilité. Puisque la vulnérabilité, ça a une définition pas nécessairement ontologique. Ontologique, oui, dans le sens où nous mourrons tous, nous sommes tous malades, etc. Mais ça a essentiellement des définitions sociales. Et donc ça bouge, elles sont socio-historiques. Et donc c'est très intéressant de voir que nous sommes tous vulnérables, c'est notre seul fait commun. Et en revanche, il y a des avant-postes. Il y a des individus aujourd'hui, des sociétés qui sont sur les avant-postes des vulnérabilités systémiques et qui, pour le coup, si on pense avec ces avant-postes, nous permettent de construire, je pense, une résilience bien plus conséquente pour notre société. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse à ce lieu de l'innovation-là. C'est vieux comme le monde, hein, on appelait ça dans d'autres temps le jugade et autres, espèce d'ingénierie de l'épreuve. Voilà. Mais malgré tout, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir, encore une fois, parce que comme Suleiman, moi je défends l'universel, mais je défends l'universel densifié par la question de la vulnérabilité, densifié par la question de la marge, densifié par justement ce qui ne fait pas norme. Et c'est ça, l'universel qui vient justement démontrer son test de crédibilité. Et sinon, c'est un faux-né d'un impérialisme, etc. Donc l'universel, c'est justement sans cesse toujours ce qui est irrigué par la vulnérabilité et qui va produire un ouvert, un faire-monde pour demain, un tout-monde, si on prend une définition à la glissant. Le quatrième point, c'est que derrière cette réconciliation avec ce fait de dire mais c'est quoi le processus de subjectivation qui est enclenché, c'est quoi, la question du soin, etc. Ce qui va m'intéresser, c'est la mise en place d'expérimentations. Voilà. Et là aussi, hein, ça a été dit ce matin par Marielle, qui a dit à quel point il y avait quantité de lieux qui travaillaient par l'expérimentation. Moi, j'ai essayé d'inventer une troisième définition du transfert. On connaît la première de type freudien, projection pulsionnelle. La deuxième, plutôt Roustan, qui est la constitution d'une confiance, d'une augmentation de la question de l'autorité, etc. Et puis, troisième, le transfert, F-A-I-R-E. C'est-à-dire que moi, mon premier travail avec les patients, c'est vraiment de dépasser le pattern de la répétition et de l'irréparable et d'aller vers un transfert. Et parce qu'on sait que, et les travaux de Dewey en tête sur l'expérimentation, il n'y a pas de réconciliation s'il n'y a pas d'agency, s'il n'y a pas de faire. Il n'y a pas de reconnaissance de ces savoirs expérientiels, etc. Et ça, c'est le quatrième point sur lequel je travaille. Et puis le dernier point, qui aujourd'hui j'essaye de l'intégrer dans cette clinique de la dignité. Et qu'est-ce qui m'a intéressé dans cette clinique de la dignité, tout simplement, et qui arrive là aussi des enseignements du Caire, c'est que nous sommes encore trop dans cette modernité qui est une fabrique des situations de mode dégradé, avec un glissement ténu vers la vie dégradante. Et fondamentalement, nous sommes encore trop dans cette modernité qui fabrique la dignité des uns sur le dos de l'indignité des autres. Et je mets des guillemets partout, puisque personne n'est indigne. Et c'est ça aussi l'intérêt de ce concept. L'intérêt de ce concept, si j'ose dire, par rapport à la reconnaissance, c'est que ce concept aussi, il a un irréductible.
Et pourquoi il est davantage sollicité aujourd'hui, ce concept de dignité? Parce que justement, nous avons failli dans notre relationnel. Et nous avons failli dans la reconnaissance. Et donc, il faut bien un endroit où le sujet se reconnaît lui-même, si j'ose dire. Et donc, dans cette question de la dignité inaliénable, il y a déjà une première constitution de le sujet se reconnaît en tant que sujet. Je pense que fondamentalement, s'il y a ce terme de dignité qui revient de façon très forte, c'est parce qu'il y a ça, il y a le fait que l'autre ne me reconnaît pas et à un moment donné, je n'attends plus de sa reconnaissance, qui est une erreur bien évidemment terrible. Il faut absolument revenir à une éthique de la reconnaissance digne de ce nom. Mais justement, on va restaurer une éthique de la reconnaissance parce qu'il y a une clinique de la dignité. Et pour ça, je m'arrête là, mais différentes propositions, et notamment le fait de comprendre que la fabrique de la dignité est une charge, est une tâche pénible. Elle est dure, c'est un fardeau commun. Et de sortir de ce romanesque, de croire que la dignité se fabrique de façon aisée, au contraire, c'est lourd, c'est dur, et tous nos corps doivent être impliqués dans ce travail-là. C'est une pratique du soin. Voilà. Donc c'était ça que je voulais vous dire. Et juste un point, pour ceux qui s'intéressent à ces différentes questions, on a quand même essayé d'en faire un petit sujet à la chaire de philosophie à l'hôpital, donc du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, qui a la chance en plus d'être accompagné par l'AFD, que ce soit au Mali, que ce soit au Congo, et qui essaye d'inventer, se faire institution autrement, parce que oui, nous avons voulu répondre à cette question de l'échelle, de dépasser nos petites échelles, et nous inventons, je ne sais pas comment l'appeler, une institution IPSE, à la rigueur, ou une institution rhizome, et nous essayons justement de créer un climat de soins pour que ce que nous fabriquons de façon lilliputienne à tel endroit soit quelque chose au contraire qui vienne impacter différentes communautés, peuples et comment dire, et sociétés, et bien évidemment que nous soyons les récepteurs de leur engagement également. Voilà, merci. Merci beaucoup, Cynthia. Un développement en 5 points très clairs. Et vu que Felwine prenait des notes, donc Felwine, à toi, en 10 et 12 minutes. Un grand merci, cher Achille. Donc, j'espère que vous m'entendez très bien. J'aimerais commencer par remercier chaleureusement Achille Mbembe pour m'avoir convié à ce forum sur la démocratie. Et comme tu le disais, vu les temps qui courent, les temps que nous vivons, nos conversations ne pouvaient être plus à propos. Je suis également très heureux d'engager la conversation avec Cynthia Fleury, dont j'admire énormément le travail. Et j'ai intitulé mon propos introductif en une douzaine de minutes, 3-4 points, défendre la démocratie. Donc j'aimerais revenir sur l'idéal et l'idée de démocratie qui a largement été évoquée donc, ce matin. Parmi les formes de gouvernement que l'histoire des sociétés humaines a livrées, il y a un régime politique nommé démocratie. Et la force de cette idée est celle d'un gouvernement du peuple par lui-même. La noblesse de son idéal réside dans la liberté, celle d'un peuple qui se gouverne et qui configure son destin. Et ce gouvernement du peuple est assuré par la participation du plus grand nombre aux décisions qui les concernent, au travers de formes institutionnelles. Ce régime politique, donc la démocratie, estime que recourir à l'intelligence collective est préférable au fait de se fonder sur la sagacité de quelques-uns. Instruit par la tentation absolutiste de tout pouvoir, la démocratie promeut un équilibre, assuré par l'existence institutionnalisée de contre-pouvoirs qui opèrent, afin que ceci limite la sempiternelle tentation d'absolu du pouvoir politique. La démocratie, pour être réelle, noue un contrat social autour d'un partage équitable du bien-être, car plus qu'un régime politique, elle est un état de la société. Elle est la promesse de la condition égalitaire d'une société qui se veut juste, ouverte, plurielle, inclusive. Le corollaire de celle-ci, les libertés d'expression, d'opinion, de presse, d'association, qui requièrent à leur tour des espaces de délibération, de débat, de contradiction. Et cet idéal de justice, de liberté et de dignité est partagé par toutes les communautés humaines. Et la démocratie, sous ce rapport, est une aspiration universelle. Le Sénégal, le pays où je suis né, donc accède à la souveraineté internationale en 1960, comme beaucoup de pays d'Afrique.
Et son histoire politique est, depuis son indépendance, celle de la construction d'une république dont les étapes sont marquées par l'édification et la consolidation d'institutions démocratiques. On pourrait raconter l'histoire de la formalisation de celle-ci, la tenue d'élections régulières, 11 élections présidentielles, la consolidation de ces institutions et de ces espaces de représentation, etc. Son multipartisme progressif, limité sous l'ère de Senghor, et puis illimité sous l'ère de Abdou Diouf, ces alternances démocratiques, elle en a connu deux, en 2000 et en 2012, les libertés d'opinion et de culte et d'expression qui y sont réelles, la liberté de manifester qui fut constitutionnalisée en 2001, ces conquêtes démocratiques furent acquises de haute lutte. Donald Cruz O'Brien me parlera d'un contrat social sénégalais qui est une réussite dans une Afrique aux prises avec les convulsions de l'instabilité politique. Et Mamadou Diouf analyse les ressorts et la base sociale et politique de ce qu'il appelle le modèle islamo-wolof. Nous faisons l'expérience ces dernières années, et particulièrement cette dernière semaine, au Sénégal, d'une régression démocratique inédite, avec un président de la République qui, le 3 février dernier, arrête par décret le processus électoral, prolongeant ainsi son mandat de fait, en faisant voter une loi qui viole les dispositions intangibles de la Constitution sénégalaise, notamment l'article 103 de la Constitution. Précédemment à ce fait, ces dernières années, il n'a cessé de violer les droits et libertés des citoyens sénégalais, répression violente des manifestations. On compte à peu près 80 morts depuis mars 2021, dont la plupart ont été tués par balle, dissolution du principal parti d'opposition, emprisonnement de ses leaders, incarcération de milliers de citoyens sénégalais dans ces geôles pour délit d'opinion, tripatouillage du dispositif électoral, exclusion de ses principaux opposants du jeu électoral, répression aveugle et létale, et par ces faits, il piétine les acquis démocratiques du Sénégal et surtout violente la société sénégalaise dans sa chair. Donc vous conviendrez avec moi que dans ce contexte, je ne puis parler de démocratie de façon idéale et décontextualisée. Il me semble même que ce serait inconvenant de ma part de planer dans le ciel des idées exclusivement. Je me dois de penser la démocratie dans le brasier de sa réalité, ici, dans l'une de ses incarnations, notamment les formes qu'elle revêt dans l'histoire politique contemporaine du Sénégal. Les attaques dont la démocratie fait l'objet dans le monde et aujourd'hui au Sénégal sont multiples. Elles disent encore et toujours sa fragilité et sa vulnérabilité. Et c'est ce à quoi j'aimerais que l'on réfléchisse ensemble en dialogue avec Cynthia Fleury et Achille Mbembe. Où se loge la bête? D'abord, il semblerait qu'elle se loge dans la subversion du principe démocratique, dans les formes qu'elle se donne pour s'exercer. Un penseur comme Jacques Rancière relève que l'exercice du pouvoir démocratique repose sur un principe qui le contredit, la représentation. Les régimes représentatifs sont de plus en plus devenus oligarchiques et privent les mandants de leur agentivité. Ils sont de moins en moins l'expression d'une réalité sociale sous-jacente. Le peuple n'est pas le grand corps collectif qui s'exprime dans la représentation. Il est le quasi-corps qui est produit par le fonctionnement du système représentatif. Le peuple politique n'est pas une donnée qui est préexistante, il est le résultat d'un système de représentation. Et la démocratie, par cette subversion, devient le pouvoir de ceux qui ne sont pas qualifiés pour l'exercer. Une classe de politiciens professionnels qui fait valider son auto-reproduction par la forme spécifique du peuple politique qu'elle a elle-même produit, c'est-à-dire le corps électoral. Et tous les tripatouillages des dispositifs électoraux que nous connaissons, hélas, dans notre pays, visent ainsi à faire valider le pouvoir d'une minorité par une minorité. La majorité demeurant exclue du peuple politique, il me semble qu'il y a ici une réflexion à mener sur le peuple politique dans nos sociétés qui manque cruellement. On peut faire remonter la genèse de la crise politique actuelle au Sénégal autour des années 2000 avec l'avènement du régime libéral d'Abdoulaye Wade, son rapport problématique aux institutions républicaines, notamment à la Constitution. Il y eut une tentative de dévolution monarchique du pouvoir par Abdoulaye Wade qui fut stoppée par les manifestations populaires du 23 juin 2011. Il y eut une tentative de briguer un troisième mandat qui était pourtant prohibé par la Constitution en 2012. Il y a eu des manifestations, des morts, on en a compté au moins 11. Et Abdoulaye Wade fut battu aux élections. Cependant, le grain de sable était déjà dans la machine. L'intangibilité des normes constitutionnelles était contestée par le garant
de la Constitution lui-même, le président de la République. Et ce faisant, il avait désacralisé la Constitution et désormais, ceci faisait partie des possibles. Le président actuel s'engouffrera dans cette brèche en maintenant le flou sur sa candidature en troisième mandat jusqu'au bout, en laissant ses partisans mener ce débat à sa place et en finissant par céder sous la pression populaire. Et nous vivons aujourd'hui, il me semble, les effets de cette décision de retrait non pleinement consentie. Dans ce contexte, quelles pourraient être les pratiques du soin démocratique? On pourrait envisager qu'elles sont celles d'une culture relationnelle qui tisse et renforce les fils d'un vivre ensemble harmonieux. Et pour les enraciner, ces fils d'un vivre ensemble harmonieux, ces pratiques de soins dans les corps sociaux, cela requiert un engagement dans la justice sociale, dans l'éducation, dont Cynthia Fleury vient de le dire, dans la production d'espaces de citoyenneté absolue et véritable. Mais la question qui m'occupe et qui m'habite fondamentalement aujourd'hui, c'est lorsque les corps sociaux sont violemment attaqués par des forces qui détiennent le pouvoir politique, économique et de coercition, pour s'accaparer des ressources publiques au profit d'elles-mêmes et de leur clientèle, pour maintenir le pacte néocolonial en usant de la force publique que nous leur avons confiée en tant que citoyens, que faire? Comment leur faire face? Quelles sont les ressources dont disposent les sociétés pour lutter, résister et vaincre le démon de l'autoritarisme et de sa violence? Il existe dans la société sénégalaise, lorsqu'on l'observe, une vraie culture démocratique. La culture de la délibération y est ancrée. Le wartan, la conversation, discussion autour du thé, sur un banc dans le quartier, les discussions dans les taxis et les transports en commun, c'est une société du dialogue, de la délibération et du consensus. Sa sagesse populaire regorge d'expressions qui disent cet idéal de la conversation et de la délibération. Les Sénégalais disent en wolof, Rero amul ñàkk waxtaan rek moo am. On pourrait le traduire en ces termes, il n'existe pas de dissensus, il existe juste une absence de délibération ou un manque de délibération et de conversation. La parole y est un lieu du politique. Avec tout ceci, cependant, il faut le noter, dans cette société de la délibération coexistent des survivances, des formes de féodalité, des hiérarchies sociales qui sont respectées, une société des non-pères où les lignages, les généalogies, les castes parfois comptent, et ceci fait du Sénégal une société qui s'accommode de plusieurs formes d'inégalité. Mais la question qui me semble aussi importante, la deuxième question, c'est la question de l'institutionnalisation. Comment faire en sorte que dans nos espaces, les institutions acquièrent force et crédibilité dans le temps et modèlent les comportements, et surtout, comment faire pour que dans nos espaces, elles puissent échapper, donc ces institutions et leur processus d'autonomisation, elles puissent échapper aux tentatives de capture du pouvoir politique qui passe son temps à les entraver. Et comment défendre la démocratie avec des mains nues et des corps vulnérables? Et ce sont les questions que l'actualité brûlante au Sénégal nous pose. La société sénégalaise dans son ensemble se dresse courageusement contre la tentative de confiscation de ses libertés et de sa démocratie. Et le régime actuel ne doit en aucun cas être soutenu. Et peut-être, pour reprendre les choses et reprendre la réflexion sur les institutions, on pourrait reprendre les choses là où les choses s'instituent et examiner là où la parole opère et sortir de l'amnésie institutionnelle qui consiste à penser qu'avant le fait colonial, nous n'avions pas d'institutions qui opéraient, qui régulaient le corps social. Et lorsqu'on pense aux institutions démocratiques dans nos pays, on se rend compte qu'il existe des formes plurielles dans nos sociétés de construction et de symbolisation du commun. Bidima, analysant la parole et la palabre dans les sociétés africaines, se demande comment repenser un consensus qui ne retourne pas à l'unanimisme des régimes totalitaires, comment faire cohabiter consensus et pluralisme dans un même espace. Et la palabre, selon lui, en tant que dialogue ininterrompu, donne au corps social, donne au dissensus dans un espace social pacifié, et elle fixe le partage entre le tolérable et l'intolérable. Et la question qui me préoccupe, et je finirai là-dessus, c'est comment construire des formes de vie qui réinstituent au cœur de l'aventure sociale la dignité, l'autonomie des individus et celle des corps collectifs, mais surtout, comment défendre ces formes de vie, comment substituer la reconnaissance à la violence brute. Aussi, et la question qui demeure fondamentale est celle de la constitution du sujet de droit et de la défense de son autonomie et de son intégrité. Et
Je vous remercie pour votre attention. Bon, alors tout est campé. Du plus poétique jusqu'au plus concret. Comment défendre la démocratie avec des corps vulnérables lorsque, effectivement, la plupart de ces corps luttent les mains nues. D'un côté et de l'autre, justement, cette question de l'irréductibilité, l'inhabilité par rapport à Cynthia, ce que tu appelais la dignité et que tu semblais placer au-delà de la simple politique de la reconnaissance, que tu n'excluais pas du tout. Mais, et donc vous nous laissez un peu, disons, dans un terrible dilemme, en fait, Cynthia et Felwine. Comment dénouer le dilemme dans lequel vos deux exposés nous plongent? Moi, je vais rebondir par rapport à ce qu'a dit Felwine, qui me paraît absolument déterminant. D'abord, il a dressé un panorama de ce qu'on pourrait appeler une régression autoritariste qui, quand même, existe sous différents formats dans quantité de pays, parce que c'est ça la réalité, c'est qu'on a, je me souviens d'un livre d'Al Gore il y a quelques années justement qui parlait de The Assault on Reason, l'assaut sur la raison, et qui était très juste. Il avait pointé du doigt sur la question du déni du réchauffement climatique, mais en fait cet assaut sur la raison, il s'est mis en place là. Foucault parlait de souveraineté grotesque. Voilà, c'est-à-dire qu'on est rentré dans un monde où cette tentation, régression autoritariste, ce spectacle-là, on pourrait même appeler ça ce miss-leadership. Moi, j'avais appelé ça, dans un autre temps, la contre-exemplarité comme mode de gouvernance, quoi. Bon, donc on est vraiment rentré dans ça. Nos économies de l'attention, nos sociétés du spectacle, notre manière de faire de l'information, tout ça en plus promeut ce type de dysfonctionnement, c'est-à-dire véritablement l'antithèse du soin de la démocratie. Donc, et face à ça, effectivement, des corps vulnérables, des corps qui subissent par ailleurs des vulnérabilités systémiques, etc. Donc, une fois qu'on a posé ça, on a l'impression d'une impasse terrible. En même temps, ben voilà, notre travail à nous, institutions, ou ce qui reste des institutions, c'est ça, c'est-à-dire d'abord d'être un lieu d'accueil de ces corps vulnérables. C'est ce que nous faisons à la chaire, mais c'est ce que d'autres font dans d'autres endroits. L'AFD est une sorte de clinique du développement aussi. Je veux dire, c'est aussi ça. En tout cas, je pense que ça doit être aussi ça. C'est-à-dire d'être un lieu où c'est possible, voilà, de porter l'universel, mais de ne pas être encore désigné comme ce qui fait norme. Et donc, il faut que nos institutions, elles accueillent ça. Non seulement elle les accueille, mais elle vient à la fois trouver et produire une épistémologie à partir de ça, légitimer ça, c'est ça le rôle des institutions, et ensuite donner des moyens pour que non seulement ça fasse légitimité, mais ça fasse déploiement, etc., etc. Au moins que nos institutions démocratiques qui tiennent comme elles peuvent, au moins se sauve et se restaure par le fait que déjà elle soit le lieu d'un autrement où justement la vulnérabilité n'est pas la stigmatisation, l'injustice, etc. C'est-à-dire qu'on en fasse quelque chose. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a essayé de faire. On reste une institution, je veux dire, que ce soit le Conservatoire, le GHU Paris, Sorbonne Université. On a d'ailleurs mis en place un GIS. Ça, c'est terriblement institutionnel, un groupe d'intérêt scientifique sur la générativité des vulnérabilités.
donc qui est porté par Sorbonne. Donc tout ça pour dire que voilà, c'est une petite chose, mais au minimum, immédiatement, c'est un faire, parce que oui, nous allons entrer dans des, on en parlait là encore aussi avec Mathieu, nous allons rentrer dans des formes de sidération et des sentiments d'impuissance quand même par rapport aux effondrements globaux qui sont autour de nous. Donc le fait de nous maintenir en puissance d'agir, c'est important. Donc déjà ça, chacun d'entre nous. Et puis après, sur ces questions de soins démocratiques, moi ça fait longtemps que j'ai milité pour une refonte de la liberté des modernes, si j'ose dire, puisque on voit que la liberté des anciens et la liberté des modernes, très très rapidement, si vous vous souvenez le texte de Constant, voilà, c'est ce qu'a dit Felwine en évoquant la représentation, mais la représentation pendant très longtemps, c'était une conquête. C'était une conquête essentielle, la représentation aussi. C'était de dire que si tout d'un coup je ne voulais pas être dans une obligation d'être aux affaires pour défendre les libertés publiques, j'avais pas envie de faire ça. Il y avait une chose qui m'intéressait, qui était mon petit sujet. Je n'en perdais pas pour autant ma citoyenneté. C'est aussi ça, la conquête de la représentation qu'on a oubliée. C'est-à-dire d'autres peuvent me représenter et ils le font bien, comme il faut, etc. Bon, il s'avère qu'on est dans un monde, au contraire, où la représentation pêche par représentativité insuffisante et puis pêche par légitimité même de la notion de la représentation. Donc, bon. Mais il n'empêche que, voilà, donc qu'est-ce que c'est qu'une citoyenneté capacitaire aujourd'hui ? On l'a évoqué ce matin en parlant des nouveaux outils, conventions citoyennes, etc., etc. Mais en fait, on a très peu de complémentarité encore et d'institutionnalisation de ces nouveaux outils. C'est les travaux de Dominique Rousseau sur la démocratie continue, enfin, on est tous vraiment en train d'essayer de fabriquer ça. Moi, je défends des temps citoyens parce que parler de citoyenneté capacitaire, et je pense à Rancière, le philosophe et ses pauvres, Rancière a très bien vu que voilà, nous sommes dans des mondes où est citoyen le plus riche d'entre nous et celui qui peut payer sur sa propre bourse son temps de citoyenneté. Pour les autres, c'est la survie et il n'y a pas de citoyenneté possible autre que celle qui est déjà dessinée. Bon, donc résultat, demain, si on ne réfléchit pas à cette modélisation économique de la citoyenneté capacitaire, sous-entendu qui paye pendant que j'exerce ma créativité citoyenne, etc., en fait, c'est une vaste blague. Donc, cette question des temps citoyens qui sont financés par l'entreprise, qui sont financés par les institutions, les administrations, et qui font que demain, un tiers de notre temps, si nous le désirons, peut être dédié à la fabrique du commun, oui, c'est une question essentielle. Essentielle. Bon, on n'y est pas totalement, mais encore une fois, ça avance. Hein. Je vous renvoie juste à la plateforme qui s'appelle les Vendredis. Je ne sais pas si vous avez vu ça, hein, où maintenant vous avez des institutions qui payent pour que leurs travailleurs dédient leur vendredi à la fabrique du collectif. Donc on voit bien quand même qu'on est en train de bouger et demain on pourrait tout à fait dire ça suffit, on travaille déjà trop, on donne 4 jours et le 5e on le donne à la communauté. Quand je disais la pénibilité et le fardeau qu'est la fabrique de la dignité, c'est ça. C'est-à-dire, à un moment donné, oui, on est peut-être allé trop loin dans l'hyperspécialisation, l'automatisation, la division des tâches. Il faut peut-être rétropédaler un tout petit peu pour que cet exercice collectif commun de la fabrique de l'entretien, il y ait nos corps et du temps dédié à cela. Et encore une fois, rien d'impossible. Et ça, on peut se bagarrer pour que ça existe. Déjà, se bagarrer pour qu'il y ait au moins une expérimentation forte. Moi, je milite pour qu'il y ait une grosse expérimentation avec 2000 citoyens pour qu'il y ait une charge de preuve, pour démontrer que non seulement ça vient changer la vie des individus, mais ça protège la démocratie, ça recrée de la confiance dans les institutions, etc. etc. Bon. Mais il y a plein d'autres solutions. Voilà. Je parle trop, moi aussi. Merci beaucoup, Cynthia. Felwine. En fait, le point sur lequel j'aimerais un peu revenir, c'est la question de la fabrique
et la production du sujet de droit et la fabrique, ce que Cynthia appelle la clinique de la dignité, et ce que j'appellerais l'économie politique de la dignité. On pourrait considérer que le capitalisme, c'est une forme d'économie politique de la prospérité, le socialisme, une économie politique de l'égalité. Et ce qui me semble fondamentalement faire défaut dans nos espaces, c'est cette troisième économie politique, celle de la dignité et celle de ce que tu appelles la citoyenneté capacitaire. Et j'aime bien l'idée de dire que ça a des implications en termes économiques, en termes de modélisation, mais en termes de choix et d'options. Que ce n'est pas juste une idée, une belle idée philosophique, mais il faut que la société accepte d'allouer des ressourses à cette fabrique du commun et faire en sorte que les individus, dans leur processus d'individuation et dans leur désir de vivre des modes de vie non dégradés, donc puissent avoir le temps et les ressources pour se consacrer à cela. Mais j'ai l'impression qu'on a souvent beaucoup réfléchi de manière progressive, de manière utopique, et c'est nécessaire de le faire, de formuler des horizons, des consciences utopiques, et de nous poser la question de savoir comment approfondir les processus démocratiques, comment la rendre substantielle, comment aller au-delà des procédures, comment faire en sorte que finalement elle tourne autour de la qualité relationnelle et de la production d'individus libres. Et peut-être on a un peu moins réfléchi à la question de la résistance à la dégradation de ces processus, au délitement. Et qu'est-ce qu'on fait lorsque ça se délite? Qu'est-ce qu'on fait lorsque la déliaison est en cours? Et qu'est-ce qu'on fait lorsque cette déliaison est entreprise par des forces subséquentes et qui ont les moyens d'exercer une violence brute, nue, vis-à-vis de corps vulnérables à main nue et fragilisés. Et peut-être il y a une réflexion à mener sur ce que j'appellerais les résistances démocratiques. C'est-à-dire on peut être en train de construire durant des années, je prends le cas du Sénégal, avec ses vulnérabilités, avec ses allers-retours, avec ses effets de seuil, avec sa non-linéarité, mais quand même le pays était sur un chemin démocratique, un chemin de construction qui n'était pas exempt de limites, mais qui avançait. Et si on le regarde, il y a une grande quantité d'énergie dans le temps historique des indépendances jusqu'à nos jours, de talent, d'intelligence, d'engagement qui a été consacré à l'institution de cette société-là. Et la question qui pose un défi intellectuel, c'est lorsque ça commence à dégringoler, quand est-ce que la dégringolade elle commence? Déjà, comment on la repère? Comment on la voit venir? Comment on lui fixe des barrières? Comment est-ce qu'on l'empêche d'atteindre des seuils que j'appellerais qui entraînent des effets tectoniques, et surtout quelles sont les ressources dont on dispose pour lui faire face, et le corps social comme entité, comme un tas qui fait un tout, et qu'est-ce qu'il dispose comme moyen pour faire face à une telle déferlante. Et donc du coup, donc il me semble urgent de réfléchir peut-être à plusieurs questions, à la question de la reconstitution et de la refonte après. C'est-à-dire, bien évidemment, il y a toute une réflexion sur comment créer des institutions fortes, stables, qui limitent les pouvoirs, comment vider les pouvoirs de leur puissance d'agir. On a besoin de cette puissance d'agir en temps normal, lorsqu'elle est tournée vers le bien-être du plus grand nombre. Mais cette puissance d'agir aussi là, elle peut être problématique lorsqu'elle est tournée vers la déliaison et vers la violence. Et comment justement l'encadrer, comment justement faire en sorte que sa face de Janus soit soit contrôlée. Et donc j'ai conscience que c'est une question un peu difficile, apolitique, et qu'il est difficile aussi de réfléchir dans l'urgence, mais j'aimerais la verser dans la conversation, et j'aimerais donc revenir encore sur cette question-là. Je suis entièrement d'accord avec la perspective et la manière dont on pense les futurs de la réalité démocratique, mais j'aimerais aussi qu'on propose des pistes et qu'on réfléchisse ensemble à comment est-ce que justement on résiste, quoi. Et on fait en sorte que ce qui est déjà là, ce qui a été constitué, toujours en cours de constitution, ne se délite pas, et comment on fait un rempart. Okay, merci beaucoup. Alors nous disposons d'environ 11 minutes pour solliciter de l'audience peut-être 2 ou 3 commentaires. Après quoi, Cynthia et Felwine proposeront quelques
quelques mots de conclusion. Alors on va commencer par là. Oui. Merci. Bonjour à tous, merci pour vos interventions. Je m'appelle Sophia El Arabi, je suis chercheuse postdoctorale en géographie politique à l'Institut d'études avancées de l'IMERA, d'Aix-Marseille Université. Alors vos interventions m'interpellent et font écho à mes travaux de recherche sur la question des solidarités, de l'hospitalité et des résistances infrapolitiques et d'accueil des populations migrantes en Méditerranée. Et comme vous l'avez souligné, nous sommes invités à repenser notre manière d'habiter le monde, d'interroger notre rapport à l'altérité aussi et à renégocier nos relations au monde en termes d'éthique communicationnelle, d'éthique de la reconnaissance, que j'entends au sens d'accès le net, dans une société liquide qui est aussi marquée par la frontiérisation et des crises dont le dénominateur commun finalement et cette crise du lien. Donc, j'ai deux questions à vous poser. La première, comment dès lors se saisir de ces perspectives de la démocratie substantive et du soin démocratique pour engager une transformation de nos manières d'être en relation? Et comment développer des capacités relationnelles et recoder les instruments de contrôle pour fabriquer l'en commun et cette dignité des populations réifiées, subalternes, notamment migrantes. Je vous remercie par avance. Oui, bonsoir, Christine Holzbauer, je suis journaliste et sénégalaise par mariage. Donc voilà, franco-sénégalaise. Donc, la société sénégalaise a été caractérisée dans les dernières années, en plus des dérives autoritaires, par aussi un affaiblissement très considérable dans les mœurs, avec beaucoup de faits divers qui ont défrayé la chronique et qui ont véritablement, empoisonné l'atmosphère. Donc je reviens à un certain nombre de vos propos qui m'a beaucoup intéressée, à vous deux, c'est-à-dire comment en fait la manière dont le citoyen, pour prendre un terme générique, lui-même, dans sa perception et peut-être dans un certain nombre de comportements, affaiblit le processus démocratique et comment ce lien peut se faire. J'aimerais avoir à la fois peut-être une réponse sur le Sénégal, puisqu'on parle de lui aujourd'hui, mais aussi de façon plus générale, parce que je pense que là, il y a un véritable chantier entre l'Afrique et l'Europe, où cette dégénérescence, en tout cas ces dérives par rapport à l'incivisme de la jeunesse est une problématique commune. Bonjour, c'était passionnant et merci beaucoup pour toutes les interventions qui nourrissent beaucoup nos esprits sur les sujets du moment. Donc moi je suis pas sénégalais de naissance, mais j'y ai en partie grandi, de mariage pardon, mais j'y ai en grande partie grandi et j'ai toujours travaillé en lien avec le continent africain et je continue de travailler avec le continent africain. Et le sujet démocratique en ce moment est le principal sujet qui me préoccupe en France, en Europe, dans le monde. La question que j'ai, c'est qu'en intervenant, je suis encore dans le monde privé et donc je vais parfois à des événements qui arrivent même à Marseille. On voit beaucoup d'intervenants quand c'est le monde privé, le monde des affaires, le monde des startups. Je joue dans des clubs de foot ici aussi, et donc ça rassemble beaucoup de monde. La notion qui m'importe, moi, c'est la notion d'échelle, donc qui a été évoquée tout à l'heure, et qui explique qu'il faut qu'on essaye de faire des tests pour essayer de démontrer que d'autres formes sont possibles. Moi, je me demande la question de comment on peut créer des liens. On parle de liens, d'entretien, tous ces mots sont très importants, avec ces autres mondes. Je pense que globalement, ici, on a un monde un peu défini, culturellement assez élevé, qui va être sensible à tous ces sujets. Comment on peut continuer d'essayer de séduire le pouvoir? Aujourd'hui, il est détenu par le monde politique, mais surtout par le pouvoir capitaliste et les grandes entreprises. Comment on peut réussir à trouver un maximum de liens pour aller séduire et essayer de véhiculer toutes ces notions citoyennes pour faire que, par exemple, l'entreprise, l'État soit encore plus citoyen et intègre toutes les notions qui sont partagées aujourd'hui. Merci.
Ok, mais merci beaucoup. Cynthia, 3 minutes et Felwine, 3 minutes. Alors, parfait. Comme ça va être 1 minute par question. Et c'est la bonne chose. Non, sur la question, je vais être très prosaïque. Hein. Sur la question des migrants, on a mis en place, nous, à la chaire, un diplôme interuniversitaire. Et dans ce diplôme interuniversitaire qui s'appelle Philosophie, éthique et design, dans je sais plus quoi, le monde du soin ou je sais plus, enfin bref, on s'en fiche, il y a un terrain, et ce terrain, c'est les Amars, que vous connaissez peut-être. Les Amars, c'est le dernier lieu qui est porté par Aurore à destination des migrants, et qui justement a demandé à nos étudiants, ils sont un groupe de, ils doivent être une dizaine, peut-être un peu moins 7, de travailler à créer cet accueil qui est un accueil qui fait société, si j'ose dire, parce que c'est pas que l'accueil au sens temporaire, c'est quelque chose qui normalement doit emmener vers quelque chose de plus inclusif. Enfin bon, bref. Donc ça pour dire que voilà, c'est une petite chose, mais encore une fois, non, en fait, c'est pas une petite chose. En fait, on parlait des imaginaires, etc. Les imaginaires aujourd'hui, ils entrent en résistance. On a un imaginaire très 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 fort du rejet. On a un imaginaire très 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 violent de haine ou de peur contre le migrant, le ceci, le cela. Donc en fait, ces lieux où on expérimente, ça veut dire ces lieux où on expérimente autre chose, je pense qu'ils sont déterminants parce que c'est des preuves de concept que véritablement on fait autrement et que c'est intéressant et que c'est plausible et ça vient justement non seulement travailler sur la question de l'échelle, mais ça vient aussi opposer au récit de la menace quelque chose qui n'est pas de la menace, mais qui est au contraire la fabrique du commun. Bon, donc c'est pour ça que je pense que c'est absolument déterminant quand même que chacun d'entre nous voit comment il peut rentrer dans cette fabrique du commun à son niveau. Voilà. Donc ça, c'est un point. J'en ai fait un peu j'ai fait entre l'échelle, les migrants, un combo, et je peux rajouter la question de l'incivisme parce que on parlait de la notion d'entretien. C'est vrai que quand je dis qu'il faut remettre nos corps dans la fabrique de cette civilité, je pense à des choses très très basiques. Hein. On connaît tous les grands moments où on va nettoyer les plages, les ceci, les cela. Moi, je trouve qu'il y a, aujourd'hui à Kigali ou ailleurs, il y a des temps qui sont dédiés au nettoyage de la ville, par exemple. Et je pense que des choses aussi simples que ça, demain, c'est de la fabrique de la dignité. Quand je disais que nous sommes allés trop loin dans l'hyperspécialisation, la division des tâches, l'automatisation, je pense qu'il faut absolument pas, c'est des grands marqueurs de la modernité et c'est absolument nécessaire, mais il y a un point où c'est déshumanisant et ça met en danger nos solidarités. Donc oui, il y a des temps ritueliques d'entretien, de fabrique du commun qu'il faut instaurer ou restaurer. Et ça, pour le coup, ça coûte très peu d'argent. C'est pas du tout une problématique de budget review, c'est une problématique de valeur, c'est une problématique de comportement, c'est une problématique d'attitude, d'un ethos. Et encore une fois, c'est des moyens, de l'éducation, mais voilà, simplement redonner ce temps à l'entretien. Pardon, je dois filer pour un train. Alors on va remercier Cynthia. Merci d'avoir été là et bon voyage. On se retrouve bientôt. Felwine. Je prendrai mes 3 minutes pour tenter de répondre aux 2 questions. Les premières, donc j'aime bien le concept de résistance infrapolitique. Et je pense que fondamentalement, le fait politique, il est le fait d'agir là où on est, dans une perspective de reliaison, bien évidemment, de soins, de reconnaissance, et qu'il prend une dimension, il change d'échelle ou de seuil selon les circonstances de l'histoire. Mais ce ne sont pas des circonstances que les individus décident. Et dès l'instant que l'on œuvre dans son quartier, que l'on accueille des migrants, que l'on œuvre à la salubrité publique de là où on habite, et qu'on articule des formes relationnelles avec soi, on est déjà dans
ce que j'appellerais ici peut-être pas la résistance infrapolitique, mais la résistance politique tout court. Et cette résistance politique-là, elle prendra l'échelle de la nation ou selon les circonstances historiques, elle peut résonner dans une échelle cosmopolitique, mais elle est déjà le fait d'articuler des solidarités dans son environnement immédiat, dans les formes qui sont les nôtres et selon les sujets avec lesquels on s'engage. Et pour répondre à Christine, il y a un sociologue sénégalais qui s'appelle Youssou Mbargane Guissé, qui a étudié la jeunesse sénégalaise ces 30 dernières années et ses dynamiques en rapport avec le fait politique. Et il analyse ce qu'il appelle une pulsion de mort chez les jeunes et il trouve des racines déjà dans une forme de désabusement liée à la crise de l'école. Lorsque l'école fonctionnait comme ascenseur social, ça, c'était déjà un motif d'espoir pour les uns et les autres, mais surtout les familles se sentaient reconnues et espéraient donc changer de statut dans une génération. Et il a fait un lien entre la recrudescence de l'immigration clandestine ces dernières années avec la perte de l'espoir et aussi un certain nombre de crimes, de violences qu'il a observées dans la société sénégalaise. Et peut-être la question que nous devons nous poser, ce n'est pas tant de dire, ce n'est peut-être pas juste de pointer l'incivisme comme un symptôme ou comme une manifestation de quelque chose, mais se poser la question de savoir de quoi cet incivisme-là, cette violence-là, elle le procède et quel est le sens de la causalité. Et il semblerait que c'est le manque de soins, que c'est l'échec de l'école, des politiques éducatives, c'est le manque de perspective, c'est la crise sociale qui se transforme en crise psychologique et en trauma, qui fait que dans une jeunesse qui est très importante, au cœur de laquelle la pulsion de vie devait excéder la pulsion de mort, on voit que la pulsion de mort, à un moment donné, prend le dessus avec les risques pris dans l'immigration clandestine vers l'Europe, dans la Méditerranée, dans le désert, et puis d'autres manifestations qui arrivent. Donc peut-être que là aussi, il y a une réflexion à mener sur comment soigner profondément la société et identifier qu'est-ce qui fait que justement ces manifestations-là que nous voyons, quelles en sont les racines, je dirais profondes, et peut-être ne pas juste regarder les symptômes et déplorer les symptômes. Donc voilà. Merci beaucoup, Felwine. Ainsi se termine dans cette séquence. Est-ce que je peux maintenant inviter... il y a une pause, me dit-on. Donc, combien de minutes? Une pause de 10 minutes, et puis on revient ici pour écouter donc Mehdi et Nadine, modération par Mathieu, après quoi Himley et Raphaël, après quoi Yasmine va nous donner, je dirais, le mot de la fin, et on clôturera par un geste poético-musical sous la direction de Raphaël et de Himley. Vous voyez à quel point je suis réveillé. Donc 10 minutes et à tout à l'heure. Merci beaucoup.